Bonjour à tous. Pour ce numéro de Marque-Page, je reçois une écrivaine qui nous vient de loin. Elle nous vient de la République d'Haïti. Et comme le groupe de Compas, le groupe Dola, que moi j'aime particulièrement, je dirais qu'elle nous vient de son Haïti chéri. Et moi je dirais de notre Haïti chéri. Ketli Mars, bonjour et ravi de vous revoir avant votre départ. Vous êtes la lauréate du prix Ivoire 2015 de la littérature francophone pour votre roman « Je suis vivant », un très beau roman dont nous allons parler tout à l'heure. Ce roman a été publié aux éditions Mercure de France. Alors, d'entrée de jeu, je dois dire qu'on lit très aisément ces 177 pages. Vous nous facilitez la lecture par votre grande simplicité d'écriture. Je retrouve ce style très épuré, il n'y a pas de déchets en fait, c'est-à-dire que les descriptions vont à l'essentiel, la narration va vraiment à l'essentiel. Et puis il y a l'histoire, celle d'Alexandre, qui a passé 42 ans, et je dois préciser, il a passé 42 ans, 3 mois, 18 jours, dans une institution, c'est tout simplement un centre psychiatrique. Et un beau matin, il revient à la maison et là, il bouleverse la vie de toute une famille. Oui, bonjour. Merci encore de me recevoir. Et vous vous imaginez que même après 4 jours ici à Abidjan, je suis encore submergée par tant d'émotions d'être là, si loin de chez moi et pourtant si près de vous par le cœur, par les racines, par l'histoire, par tout. Et ça fait quand même un petit choc auquel on doit s'adapter. Merci. Donc j'ai reçu ce prix Ivoire avec grand plaisir, avec beaucoup d'émotion. Et je suis heureuse de voir que les lecteurs qui jusqu'ici m'ont approché et qui ont lu le livre l'ont apprécié. Je pense que c'est un petit prix renouvelé à chaque fois qu'un lecteur vous dit et qu'on le sent sincère qu'il a apprécié une lecture. Même avec des critiques, et ça marche. Alors oui, c'est une histoire qui me touche de près d'une certaine façon et que j'ai pensé qu'il ferait la trame d'un roman. Et oui, j'ai voulu rendre hommage à la famille en racontant l'histoire de cet homme qui revient chez lui, vivre avec les siens, 40 ans après être resté en institution psychiatrique. C'est comme après le séisme qui nous a touchés en 2010, c'est ce séisme intime qui traverse cette famille. Vous imaginez le désarroi, le branle-bas de combat quand cette nouvelle s'annonce et qu'ils n'ont que 48 heures pour aménager ce retour. Et cette famille-là, on ne sait pas comment ils s'entendent, est-ce qu'il y a l'harmonie ou pas, mais ce retour oblige tout le monde. Elle est composée de personnages très différents, d'expériences et de destins différents. Mais voilà, Alexandre revient et tout le monde doit faire corps pour l'accueillir avec tout ce que ça implique d'aménagement au point de vue matériel, mais aussi d'aménagement psychique, psychologique, parce que la maladie mentale dans une famille, c'est un sujet qui est lourd. C'est un sujet dont on a un peu peur, un peu honte. Et dans cette famille en particulier, c'est le silence qui a toujours caractérisé leur rapport. Les choses ne se disent pas. Les choses ne se disent pas, elles se vivent en profondeur, elles se vivent dans une douleur qu'on essaie d'oublier, mais qui ne s'en va jamais tout à fait. Il faut dire que ce qui fait le charme de votre livre aussi, c'est son caractère polyphonique. Vous donnez la parole à chacun. Vous donnez la parole à ces personnages-là qu'on découvre, ils sont nombreux dans ce roman, et chacun essaye d'apporter un peu comme cela de son grain au récit. Donc c'est un récit à plusieurs voix, on s'y perd un peu, j'avertis déjà les lecteurs, on s'y perd un peu au début, mais après, on s'y retrouve et on prend énormément de plaisir. Pourquoi avoir choisi ce style-là, cette façon-là de raconter cette histoire lourde, difficile ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le silence qui maintient cette famille dans la mémoire de ce fils, de ce frère parti, dans la douleur. Donc pour moi,
C'est avec beaucoup de pudeur que j'aborde l'intimité de chacun de ces personnages. Beaucoup de distance, beaucoup de respect. Donc, faire et raconter l'histoire par un narrateur omniscient ne m'a pas paru d'un grand intérêt. C'est la subtilité, c'est l'intimité qui pour moi avait le plus d'importance. Donc les monologues intérieurs me paraissaient une façon mieux réussie de toucher le lecteur, de les faire rentrer dans la vie intime de chacun de ces personnages. Et puis aussi, voilà, et vous dites qu'au début on est un peu dérouté par justement cette polyphonie. Je demande cet effort au lecteur, de rester avec moi, de suivre l'histoire avec moi qui n'est pas facile. Parce que vous savez, en général, le lecteur est paresseux. Il veut une gratification immédiate, il veut que son plaisir soit immédiat. Mais moi, dans mes romans, souvent, et parfois dans la fin de mes romans que je laisse ouverts, je demande au lecteur de faire un effort, une empathie, soit de trouver lui-même la conclusion du texte ou bien de faire un petit effort, de rester avec moi pour entrer vraiment dans le nœud de l'affaire. Comment expliquer quand même cette coïncidence? Alexandre revient à la maison 42 ans après, 1 an, jour pour jour, après la mort de son père, Francis. Bon, eh bien, ce sont des signes que la vie nous envoie souvent et on ne sait pas pourquoi. Ou bien on les reconnaît comme des signes particuliers, ou bien ils n'ont aucune importance pour nous. Ça dépend de la disposition de chacun, de nos croyances en la vie. Certains vous disent que le hasard n'existe pas, d'autres oui. Donc chacun a sa façon de voir, mais c'est quand même étrange, c'est quand même pas simple, comme on dit chez nous, que ça se passe 1 an après le départ du père, que ce fils revienne. En tous les cas, la maman, la matriarche, elle y voit un signe du destin. Bon, elle a 86 ans, Eliane, et puis vers la fin, on va pas, comment je vais dire, on va pas dévoiler la fin de l'histoire. Elle écrit un tout petit mot quand même, une sorte de monologue intérieur où elle dit, bon maintenant c'est bon, Francis, est-ce que maintenant tu peux venir me chercher et m'emmener là où tu es? Bon, mais cela ne signifie pas qu'elle baisse les bras, non, toute cette famille elle est très soudée et parmi ce florilège de personnages, il y a Marilène. Elle est artiste peintre, elle est très cultivée, elle a beaucoup voyagé. Est-ce que c'est facile de parler de l'homosexualité, Est-ce que c'est facile de parler de tout ça dans le Haïti d'aujourd'hui? Vous savez, nous sommes tellement proches de l'Amérique du Nord. Nous sommes à 1h30 par avion de la Floride. Nous recevons la télévision américaine, elle nous envahit. Et nos principaux visiteurs viennent d'Amérique du Nord. Et puis bon voilà, maintenant avec les communications en temps réel, le monde est un village, un grand village. Donc l'homosexualité est chez nous un sujet assez ambigu. Il est accepté et honni, c'est comme le vaudou, on le reconnaît, on ne le reconnaît pas. L'homosexualité c'est pareil. Mais au cœur du vaudou, il y a une certaine tolérance pour l'homosexualité parce que certains esprits, les lois comme on les appelle, sont androgynes ou homosexuels et ils vous possèdent de cette façon-là. Donc dans ce monde-là, l'homosexualité déjà c'est quelque chose de relativement bien toléré. Et maintenant avec cette influence, avec tous ces gens qui partent, il y a une migration énorme d'Haïtiens aux États-Unis. On se frotte aux mœurs là-bas, donc il y a une certaine tolérance. Jusqu'à un certain point, nous n'en sommes pas encore au mariage pour tous, mais quand même, l'homosexualité maintenant est un fait de société qui ne choque plus autant qu'il y a 50 ans de cela. Et c'est cela qui fait que, alors vous y consacrez beaucoup de pages, il y a eu des scènes... Non, j'en aurais parlé, quel que soit le cas de figure. Parce que moi, justement, ce qui m'a caractérisé dès mes premiers pas dans l'écriture, c'est de faire tomber ces barrières. Vous savez, et la sexualité en particulier, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, il faut en parler puisque c'est au centre de nos vies. La sexualité commence dans l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Quand vous prenez un cliché d'un enfant dans le ventre de sa mère, il suce déjà son doigt qui est un geste sensuel. Donc c'est quelque chose au centre de nos vies, de nos pulsions. La libido, eh bien, si vous lisez un peu Freud, un peu Jung, vous savez quelle importance elle a sur nous. Pourquoi ne pas en parler?
Vous savez, du moment qu'on le fasse, c'est bien dans le respect. Alors, à la page 171, vous écrivez ceci, Marie-Hélène se pencha. Vous décrivez une scène d'amour d'une grande tendresse. Marie-Hélène se pencha sur les lèvres de Nora. Je rappelle que Nora, c'est ce mannequin dont Marie-Hélène est tombée folle amoureuse. Marie-Hélène se pencha sur les lèvres de Nora et le baiser affamé qu'elle lui prend a un goût de délivrance. Un peu plus loin, pour montrer la complexité de continuer à vivre son amour dans une société, c'est Eliane, la maman de Marie-Hélène, qui dit je ne suis pas surpris, je sais depuis longtemps que Marie-Hélène est une femme inachevée, comme elle fut une adolescente inachevée. Ça veut dire que c'est pas aisé, c'est pas facile d'accepter. Surtout quand ça vous arrive directement. Accepter les autres, c'est beaucoup plus facile que s'accepter soi-même. Il y a le recul. Alors, quelle est la part de fiction? Quelle est la part de réalité? Et quelle est la part de vous dans ce roman? C'est étonnant que beaucoup de lecteurs me posent cette question. Parce qu'il semble que les sentiments sont rendus avec une telle vérité, une telle honnêteté, qu'on se demande, eh bien, oui, vous devez avoir un rapport avec cette histoire. Et en effet, c'est une histoire qui me touche d'assez près puisqu'elle s'est déroulée dans ma famille proche. Et évidemment, j'ai créé tous les personnages. Je les ai recréés, si on veut. J'ai placé l'histoire dans un tout autre contexte. Mais le fil conducteur, c'est-à-dire le retour d'Alexandre chez lui, est un fait réel. Et c'est autour de ce fait que j'ai construit une autre histoire. J'ai créé d'autres destins à chacun de ces personnages, d'autres personnalités, de tempéraments et trucs. Parce que quand même, il faut respecter les gens. Ils ne m'ont pas demandé d'écrire leur biographie. Mais sans vouloir les blesser, j'ai pensé que c'est une histoire qui valait la peine d'être racontée. Et puis le personnage d'Alexandre, il faut dire que dans tout le roman, on pouvait s'attendre à ce que vous nous parliez du séisme de 2010. Vous l'effleurez très rapidement. On pourrait s'attendre à ce que vous nous parliez des années de dictature. Vous en parliez assez subtilement et on voit finalement que quelque part Alexandre, on ne savait pas ce qu'il faisait quand il était ado. Certainement qu'il a été choqué parce qu'il avait aussi est-ce qu'il n'avait pas un passé communiste, voilà. Et il était tombé amoureux d'une jeune femme qui en même temps sortait avec l'enfant d'un haut placé, comme on le dit ici. Alors donc ça, vous en parlez, vous l'avez fait à dessein, parler de ces choses-là, c'est-à-dire que de ce qui a marqué l'histoire récente d'Haïti. Parce que cette histoire récente, c'est un peu aussi ma vie. Je suis née avec cette dictature. Je suis venue au monde 1 an après la prise du pouvoir par François Duvalier, Papa Doc, comme il est connu. Donc toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence et même une bonne partie de mon âge adulte s'est déroulée pendant ces 30 ans de dictature. Donc c'est pour moi, ça me revient forcément et je l'ai fait en long et en large dans mon roman Saison sauvage. Une façon pour moi de faire un devoir de mémoire et aussi de prendre du recul par rapport à tous ces sentiments que, enfant, je n'analysais pas, je ne comprenais pas. Cette censure permanente qui a coloré mon enfance, mon adolescence, c'était une façon de faire la paix avec tout ça. Et que je le veuille ou non, eh bien, cette tranche d'histoire, eh bien, je pense qu'elle me poursuivra toute ma vie. Et je tiens aussi à en parler, même à l'effleurer, en mots subtils, mais ce sera toujours le fond du tableau. Alors, Ketli Mars, avant de clore cet entretien, je vais vous soumettre très humblement à mon traditionnel petit questionnaire à la Proust. Et ce sont des questions courtes pour des réponses précises. Comment écrivez-vous? Étrangement, j'écris sous pression. Et je racontais l'autre jour à des amis qu'il y a 2 ans de ça, je suis partie faire une résidence d'écriture aux Pays-Bas.
et que je n'ai pas réussi à produire une œuvre. Pour moi, il faut que je sois dérangée, importunée, que j'ai l'impression de voler du temps au temps. Et c'est sous cette pression-là que j'arrive à trouver les idées, qu'elles m'envahissent. Donc, je reconnais que c'est bizarre. Pourquoi écrivez-vous? J'écris parce que c'est comme un petit vice. Jouer avec les mots, c'est un passe-temps pour moi. J'adore jouer au Scrabble, j'adore faire des mots croisés. Ce rapport aux mots, eh bien, voilà, c'est mon passe-temps favori. Et puis ensuite, la construction de ces mots pour en faire, vous savez, c'est comme quand vous avez le projet d'un roman en tête, c'est comme un grand puzzle de 1000 mots, 2000 mots devant vous, vous brassez les mots et patiemment, vous construisez ce puzzle. Et au bout du compte, eh bien, le résultat, vous êtes épuisé mais heureux. Pourquoi et pour qui écrivez-vous? Je pense que mes premiers interlocuteurs sont les Haïtiens parce qu'il y a des nuances dans votre écriture, dans votre culture, dans même les mots que vous employez, des expressions qui traversent une époque que seul un Haïtien peut comprendre. Évidemment, notre vœu à tous, c'est d'arriver à l'universel, à atteindre la sensibilité de n'importe quel lecteur à travers le monde. Mais a priori, je pense qu'on écrit pour ses compatriotes. Que représente pour vous la littérature? Est-ce une passion intellectuelle ou un acte de résistance? C'est les deux. C'est les deux. La passion intellectuelle est devenue acte de résistance parce qu'on glisse dans cette résistance des fois sans même s'en rendre compte. Et quand on prend confiance en soi, quand on est reconnu par ses pairs, eh bien, on s'arroge le droit d'entrer dans certains domaines, de porter des opinions, d'essayer d'ouvrir les yeux des autres. Et ceci autant dans la politique que dans la passion, dans tous les domaines qui intéressent la vie même. Quelle est votre définition de l'écrivain? Bon, l'écrivain, je pense que c'est un guide qui nous aide à toucher à la sensibilité des choses, c'est comme s'il avait une loupe en main et qu'il agrandissait pour nous la beauté des choses, des fois qui nous échappent et sur lesquelles nous laissons passer nos regards sans vraiment y prêter attention. Votre mot préféré de la langue française? C'est l'amitié. Votre juron préféré? Waouh, va te faire foutre! Croyez-vous en Dieu? Si oui, que lui demandez-vous chaque matin au pied levé? Je crois en un être supérieur. Je suis dérangée quand on en fait un homme. Pourquoi pas une femme? Ça, c'est la féministe. Mais je crois que nous avons une relation avec cet être supérieur. Et chaque jour, en me levant, je lui dis merci d'être vivant. Et je lui demande de m'aider à accomplir cette mission humaine qu'il m'a confiée à la naissance. Quelle est votre pensée préférée? Je ne crois pas en avoir. Je m'accroche à beaucoup de pensées qui me tombent au hasard de mes lectures. J'aime tout ce qui est positif, tout ce qui est lumineux. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie? Si oui, lequel? Il y en a plein. Il y en a plein et je n'ai pas un livre favori, j'ai des coups de cœur. Mais le livre de l'Haïtien Jacques Roumain, que j'ai lu adolescente, et gouverneur de la Rosée, est un livre qui m'a beaucoup marqué, de même que celui de Marie Vieux-Chauvet, et cette Haïtienne aussi qui a écrit au début des années 60 et qui a tellement souffert d'avoir écrit tellement bien. Ce sont des phares pour moi dans la littérature haïtienne. Votre auteur préféré? Bon, vous en parliez, Jacques Roumain tout à l'heure. Jacques Roumain, Marie Vieux, mais encore une fois, j'ai des auteurs par époque. Au fil de mes découvertes, ma dernière découverte, c'est une auteure, non pardon, elle n'est pas nigériane, oui nigériane, c'est Chimamanda, et que vous connaissez peut-être, Ngozi Adichie, qui est très connue maintenant, qui écrit en anglais et dont le livre La moitié d'un soleil jaune est un succès mondial aujourd'hui. Enfin, votre livre de chevet? Mon livre de chevet ces jours-ci, c'est la Bible. Oui, je sens un retour à la spiritualité. Et la Bible, ce n'est pas étonnant, j'ai une culture chrétienne, mais je le lis avec une grande ouverture d'esprit. Ketli Mars, merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle le titre de votre roman que voici. Je suis vivant, publié aux éditions Mercure de France.
Je dois dire un merci particulier à Isabelle Fofana qui m'a permis de vous lire, de vous rencontrer aussi, qui m'a permis également de rencontrer M. Amadou Koné. Bon retour au pays et transmettez à nos frères haïtiens notre sincère, fraternelle amitié. Merci beaucoup.